Allez, on est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Denis Ferrand, François Ekal et Mathieu Jolivet pour commenter cette actualité brûlante. Sébastien Lecornu vient de présenter sa démission au président de la République qui l'a accepté. La crise politique s'aggrave en France, une crise de régime rampante, disent certains, avec évidemment des conséquences économiques. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, appelle à gouverner avec la gauche. C'est l'appel de la gauche depuis juin 2024 qui n'a jamais été entendu par l'Élysée. Le Parti socialiste a présenté fin août un contre-budget au plan Bayrou puis au plan Lecornu. Avec pas mal de hausses d'impôts, Mathieu Jolivet. Peut-être qu'il va falloir revenir un peu sur ce budget socialiste. Je pense que dans les heures qui viennent, il faut s'intéresser à nouveau à ce qu'avait mis sur la table Olivier Faure et le Parti socialiste. Il présentait un budget qui demandait des efforts moitié moins importants que celui de Sébastien Lecornu. C'était 22 milliards d'euros. 22 milliards d'euros d'efforts. Et en gros, il met le paquet sur la taxation des patrimoines à travers la taxe Zuckman, à travers une taxation beaucoup plus lourde des patrimoines qui sont supérieurs à 100 millions d'euros, mais aussi, et ça il faut bien l'avoir en tête, c'est un budget qui réclame et qui annonce une suspension immédiate de la réforme des retraites. Oui. C'est aussi ça qu'il y a au cœur de ce budget socialiste. Qui serait, les retraites, on rappelle, quand même, l'éléphant dans la pièce des dépenses, revenir sur les retraites, François Ekal, c'est abandonner le retour à l'équilibre budgétaire. Ce serait une grave erreur. Dans les mesures qui permettent de réduire le déficit public, le recul de l'âge de départ à la retraite est une des meilleures, parce que ça permet de faire des économies puisqu'il y a moins de retraités, mais l'avantage essentiel, il est ailleurs. C'est que si vous reculez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez la population active et à plus ou moins long terme, vous augmentez l'emploi, l'activité économique et donc les recettes, non seulement pour les régimes de retraite, mais aussi pour l'État, les collectivités locales, les autres branches de la sécurité sociale, etc. Donc c'est un très bon moyen. Alors après, on peut discuter des moyens d'y arriver. En particulier, il y a deux instruments principaux. Il y a le recul de l'âge minimal, qui a surtout été utilisé dans la réforme de 2023, mais il y a aussi l'augmentation du nombre d'années requises de cotisation pour avoir le taux plein. Et on peut aussi jouer. Donc moi, j'ai toujours dit, ce qu'il faut, c'est garder l'objectif en termes de recul de l'âge de départ. Après, on peut discuter des instruments. Ça n'a pas les mêmes conséquences sociales en particulier. Ça ne touche pas les mêmes personnes. C'est un choix politique. Mais oui, il faut aller dans ce sens-là. Mais renoncer à toute réforme de retraite, c'est une grave erreur. Je rajoute quand même quelque chose d'un point de vue politique. Aujourd'hui, c'est les Républicains qui font tomber. Oui. Notamment parce qu'ils considèrent que Macron a laissé augmenter la dette, etc. Moi, je n'ai toujours pas compris quelle était la position des Républicains sur la réforme des retraites. En 2023, il y en a quand même quelques-uns d'entre eux qui ont voté contre et qui ont obligé Elisabeth Borne à passer par le 49.3, ce qui a laissé des traces. Donc la responsabilité des Républicains dans la situation actuelle, pour moi, et je ne pense pas qu'ils soient capables de faire mieux que ce qu'aurait fait le maire, en particulier si l'un d'eux avait été ministre de l'économie. Donc j'ai une dent contre les Républicains. Et Laurent Wauquiez, en janvier 2024, était revenu sur le gel des retraites sur lesquelles on devait faire des économies, parce que c'est l'électorat et pendant la crise de l'énergie, il fallait augmenter les primes contre l'inflation, les trucs comme ça. Enfin voilà. Mais vous le dites, il y a une certaine ambiguïté sur la position des LR, qu'on dit plutôt. Moi, la position des LR, que les LR se prétendent être les défenseurs de la dépense publique, les défenseurs des finances publiques, et disent si nous on aurait fait plein d'économies, etc. J'en suis pas du tout convaincu. Des paroles et des actes, comme on dit. Denis Ferrand, là on parlait d'augmentation du taux d'emploi. Vous avez fait des calculs très intéressants chez Rexecode. Il y a aussi parfois des bonnes nouvelles. On est un peu le journal des mauvaises nouvelles, je trouve, dans les experts, mais parce qu'on essaie d'avoir un constat lucide sur la situation économique du pays. Mais sur l'emploi, il y a quand même des améliorations, y compris grâce à la réforme des retraites.
En fait, on oublie, je sais qu'on évoque souvent l'importance du taux d'emploi sur ce plateau, et c'est vrai que c'est l'élément crucial. Et en fait, on a regardé depuis 10 ans, le taux d'emploi, on a un point bas qui est touché en 2014, à 63%. Depuis 10 ans, le taux d'emploi a gagné 6 points. Et comment ces 6 points ont été gagnés ? Ils ont été gagnés, 81% de l'augmentation du taux d'emploi est expliqué par l'augmentation du taux d'emploi des 15-24 ans d'une part et des 55-64 ans d'autre part. 81% d'augmentation qui vient d'une population qui ne représente que 28% de la population active. Donc il y a un mouvement qui était déjà enclenché. D'ailleurs, ça reboucle avec ce que pourrait faire le Parti socialiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de suspension. Il ne parle pas d'annulation. La dernière réforme qui avait été passée avant celle de 2023, c'était la réforme Touraine. Et en réalité, la réforme de 2023, elle vient accélérer la mise en place de la réforme Touraine, mais qui avait un horizon qui était à peu près similaire en termes de borne d'âge qui serait atteinte. Donc, il y a quand même des mouvements qui sont intervenus. Et puis, pour revenir sur l'aspect emploi, un autre élément qu'on oublie de regarder, c'est la nature contractuelle des emplois qui ont été faits depuis maintenant une dizaine d'années. Oui. On a en gros créé 2 millions d'emplois. Dans ces 2 millions d'emplois, vous en avez 1 600 000 qui sont des emplois en CDI en plus. Vous avez 500 000 apprentis en plus, apprentis et alternants, et vous avez à peu près 100 000 CDD en moins. Donc on a eu aussi un changement fondamental de la nature contractuelle des emplois qu'on a sur le marché. Et c'est très important de passer d'un CDD, de moins de CDD à plus de CDI, parce qu'on sait très bien que vous voulez faire un emprunt, si vous vous présentez avec un CDD, ça ne va pas vous coûter tout à fait la même chose que si vous vous présentez avec un CDI. Après, la question, c'est est-ce que vous voyez sur vos radars qui sont assez puissants, qu'est-ce que vous voyez sur les projections d'emploi ? Parce qu'on est quand même dans une période où on voit des défaillances d'entreprises qui explosent. On rentre dans une période où la France est engluée dans cette économie molle, soutement qui repose assez péniblement sur une consommation qui elle-même est en berne. Si vous rajoutez à ça les taux d'investissement qui étaient déjà très fragiles et qui là vont être totalement gelés avec cette séquence politique folle qu'on est en train de traverser. Le journal des bonnes nouvelles. Ce que je ne veux pas casser l'ambiance. Mais c'est lucide, c'est lucide. Et oui, en plus, vous me connaissez, moi je suis un optimiste, mais j'ai l'optimisme chevillé au corps. Mais voilà, ça c'est un tableau factuel. Justement, une prévision qui avait été faite, non pas, elle n'est pas de Rexecode, elle est de l'INSEE, c'est dans sa dernière note de conjoncture. L'INSEE estimait qu'on aurait 65 000 apprentis en moins d'ici la fin d'année du fait du changement des règles des baisses des aides publiques. Baisse des aides publiques. Donc 65 000 en moins, ça vous faisait 6% à peu près d'apprentis en moins. Donc un des leviers puissants de l'augmentation du taux d'emploi qui se trouve aller à rebours. Et puis pour revenir sur l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, que l'on fait auprès des patrons de PME-TPE, eh bien là aussi, sur l'emploi, eh bien, ils étaient 47% à imaginer avant le 25 août reporter ou annuler des embauches. Ils étaient 57% après le 25 août, déclaration de Bayrou, à déclarer, reporter ou annuler des embauches. Donc oui, là encore, on est toujours rendu à la situation politique qui invite à être très prudent quant au choix soit d'embauche, soit d'investissement que l'on peut effectuer. Et on écoutera le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, dans quelques minutes, attendu à 10h45. On vous diffusera son discours en direct. La France devient un peu l'homme malade de l'Europe, là, Mathieu Jolivet, non ? Comment on est vu chez nos voisins européens ? Alors, c'est intéressant, ça c'est un son de cloche un peu maison, mais il se trouve que tous les vendredis, j'ai une émission, Les Experts sans frontières, où en fait, j'ai autour de moi que des étrangers francophones et francophiles. Okay, donc ils viennent du Japon, de la Chine, d'Italie, de partout le monde. Et ça fait plusieurs semaines que à chaque fois, je leur demande, avec leur regard étranger, ils nous font sortir un peu de notre prisme franco-français, comment est-ce qu'ils voient cette crise politique chez nous. Et tous, il y a un fil rouge entre tous, ils me disent, mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un compromis ? C'est-à-dire que chacun, dans leur pays, nous disent que dans des situations équivalentes aussi urgentes, vous avez toujours, du Japon en passant par la Belgique jusqu'aux États-Unis, vous avez toujours un trou de souris dans lequel vous avez l'intérêt général qui va prendre le dessus sur les intérêts particuliers. Et ça, c'est vraiment... et donc, ils sont assez sidérés en voyant le cas français. Et je pense, et quand vous voyez par exemple ce qu'a essayé de faire Sébastien Lecornu avec, en disant je vais me passer du 49.3, oui, bien entendu au Parti Socialiste. C'était au niveau de la méthodologie, c'était assez intéressant parce que finalement il redonnait la main
au Parlement pour qu'ils puissent rentrer dans une logique assez extrême du compromis entre eux. Et c'est un peu ce que, quand vous regardez ça de l'étranger, ils disent, bah oui, chez nous, c'est comme ça qu'on ferait. Mais après, on voit que ça n'a pas suffi. Mais en termes de méthodologie, c'était intelligent, quoi. Ouais. Mais tous les pays européens ont cette culture de la coalition. En réalité, la France est un exemple assez unique. À un moment, effectivement, on arrive à faire des choix. On l'a vu, on le voit par exemple aussi en Allemagne en ce moment. Hein, les Allemands, alors je ne sais pas si ça marchera très bien, mais les Allemands, ils ont été par exemple 2 fois l'homme malade de l'Europe. C'était à la fin des années 90, ils déclaraient la réunification. Et là, il y a 2-3 ans, quand ils se sont trouvés privés du gaz russe et leur marché russe, chinois, américain qui était contesté. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils font en 2000 les réformes Hartz. Extrêmement dur, mais avec une formation d'un consensus initial. Avec ce que l'on a oublié, c'est l'accord de Pforzheim, qui est conclu bien avant les réformes Hartz, qui en fait qui crée les conditions d'un dialogue entre patronat et syndicats pour préserver l'emploi et relancer l'activité allemande. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont en train de mettre en place un plan sur l'investissement parce qu'ils savent très bien qu'il faut faire pivoter l'industrie allemande. Ils mettent en place ce plan qui va être extrêmement important. Est-ce qu'il marchera? Je ne sais pas, mais en tout cas, les intentions sont là. Vous parliez de la réunification. Justement, on a célébré les 35 ans de la réunification allemande vendredi. Emmanuel Macron était en Allemagne et à cette occasion, il a donné une interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung expliquant que quand même, depuis 2017, la France, c'était 10% de croissance, l'Italie, 7,5% et l'Allemagne, 3,7%, je cite de mémoire seulement. Donc finalement, économiquement, en Europe, on a plutôt bien fonctionné. Là. Si on craint d'être l'homme malade, en fait, ça va plutôt pas mal, non? Oui, mais là encore, il faut bien regarder par quoi est-ce que l'on façonne une croissance. Et une bonne partie de la croissance est quand même attribuable à une progression importante des dépenses publiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et à court terme, en mettre plus dans la chaudière, y compris sous forme de dépenses publiques, ça vous fait quand même un peu de croissance. Ce qui est délétère désormais, c'est bien de regarder l'investissement. C'est lui qui est important. Et en fait, c'est là que les choses sont en train de basculer sur l'investissement. Et sur l'emploi. L'Allemagne a enchaîné 2 années quasi récessives. De récession, simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment, on discutait tout à l'heure, au moment où la France va peut-être péniblement se dire comment je vais mettre sur les rails une loi spéciale pour essayer de faire tourner au moins techniquement un budget reconduit tel que celui de l'année dernière, au même moment, l'Allemagne vient de mettre sur les rails un budget qui prévoit un choc d'investissement colossal. Ils ont prévu plus de 500 milliards d'investissements, que ce soit pour moderniser l'armée, que ce soit pour faire pousser plus d'usines dans tous les secteurs, soutenir l'industrie automobile là, qui traverse une période très difficile, pour moderniser toutes les routes, tous les ponts. Donc là, si vous voulez, vous avez un coup de booster extraordinaire qui est sur le point d'arriver en Allemagne. Voilà, L'écart juste des dépenses publiques entre la France et nos voisins européens, François Ekal, il est de combien à peu près? Si c'est ça qui a soutenu la croissance? 7-8 points de PIB. 7-8 points de PIB, et donc on est à 250 milliards d'euros. Si la moyenne est d'à peu près à 50 sur la zone euro et l'Union européenne. Oui, 3 fois 7, 200. Voilà, 200 milliards de plus, dont 150 à crédit, donc, puisqu'on a 150 milliards de déficit à peu près. Si vous me permettez, c'est une boutade, mais hier, la lettre d'intention, je ne sais plus quel était le terme, lettre d'intention du gouvernement sur ce que l'on va faire. Les mots, quand même, ont un sens. Quand on vous explique et qu'on va faire de la dépense de retraite et la dépense de santé, que c'est de l'investissement, je ne crois pas qu'on ait la même notion d'investissement d'un côté du Rhin et de l'autre. Mais c'était vraiment le mot « nous allons investir dans la retraite ». Non, c'est de l'investissement dans du passé. Donc, et on a pris des engagements. Donc, il faut se donner les moyens de tenir les engagements que l'on a pris. Mais ce n'est pas de l'investissement. Donc, les mots ont un sens quand même quelquefois. Mais c'est un mot qui a totalement disparu du budget. Dans 3 minutes, restez avec nous. Dans 2 à 3 minutes, Sébastien Lecornu va s'exprimer en direct depuis Matignon. Là, j'y repensais, mais pour revenir rapidement sur cette culture du consensus qu'on n'arrive pas à trouver en France et qu'arrivent à trouver tous nos voisins. L'ironie de l'histoire, c'est que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2014-2015, on découvrait, en tout cas le grand public découvrait un jeune homme qui s'appelait Emmanuel Macron, qui avait été nommé ministre de l'économie et qui s'est fait connaître
sur une méthodologie qui était une méthodologie du consensus. Et à l'époque, il portait une grande loi de modernisation de l'économie. C'était on dérégule plein de secteurs, l'écart Macron, etc. Et pour arriver à faire ça, il avait vendu partout sa méthodologie de co-construction. Et il avait mis en place une commission spéciale qui était assez inédite. Présidée par Richard Ferrand. Qui était présidée par Richard Ferrand, qui réunissait 70 à 80 parlementaires, sénateurs et députés, tous dans la même pièce. Et alors là, c'était un truc de mixologue qui faisait son cocktail. Et il leur avait mis tout son projet de loi. Il les avait enfermés pendant 4 mois. Ils se réunissaient toutes les semaines. Et ils avaient réussi de l'extrême gauche à l'extrême droite à tous toper sur une loi de modernisation de l'économie. Et donc c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que finalement quand Sébastien Lecornu dit j'abroge mon 49.3, il veut ressusciter ce sur quoi Emmanuel Macron s'était fait élire et connaître, qui était une méthodologie du consensus telle que font nos voisins. Et aujourd'hui c'est ce qu'il fait tomber. Mais l'ironie justement là-dessus, Mathieu, c'est qu'à la fin cette loi a été passée comment ? Elle a été passée en 49.3. Oui. Parce que c'était Valls qui avait accéléré l'examen et justement parce qu'il voyait bien que cette formation de consensus était quelque chose d'inédit et pour accélérer d'une certaine manière. Mais donc le précipité des 70 en verbise, ils avaient réussi à se mettre d'accord, mais ils n'avaient pas réussi à convaincre tous leurs copains. Mais... Voilà, l'appareil politique avait repris le dessus, in fine. Bon. Finalement, l'histoire est un éternel recommencement. Manuel Valls, qu'on retrouve aujourd'hui au gouvernement sortant. Voilà, on ne sait pas s'il sera dans le 5e ou 6e gouvernement depuis 2022. On s'y perd. Mais je rappelle, juste pour qu'on ait en tête la gravité de la crise politique qu'on traverse, on en parlait tout à l'heure, mais pour la première fois de l'histoire de la Ve République, nous avons un nouveau Premier ministre qui n'aura jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est en train de jouer. Et sans gouvernement. Et sans gouvernement. Et aucun conseil des ministres. Et avec aucun conseil des ministres. Il devait se tenir tout à l'heure à 16h. Et au moment où on se parle, Sébastien Lecornu est sur le point de venir s'exprimer, de parler aux Français là, depuis Matignon. Mais au moment où on se parle, on ne sait pas encore lequel des 3 scénarios sera opté, à savoir annoncer un nouveau Premier ministre. Ça peut être d'ailleurs Sébastien Lecornu qui peut être reconduit. Qui peut être reconduit. Ou si on a une deuxième dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ça c'est un fusil à un coup. Et donc Emmanuel Macron, qui l'a déjà fait il y a 18 mois, était bloqué, ne pouvait pas le refaire. Il est libéré de ce blocage depuis l'été dernier. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Il peut annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on ait une nouvelle photographie de l'Assemblée nationale qui correspond un peu mieux aux attentes de la société et qui donc permettrait peut-être de mieux faire passer un projet de budget. Et puis, dernier scénario, troisième scénario, celui d'une démission du président de la République qui dit, bah voilà, face à ce blocage politique et institutionnel, je décide d'avancer les élections à la présidence de la République. Je pense tout d'un coup à un problème institutionnel inédit. Lorsqu'un gouvernement démissionne, les ministres démissionnaires sont chargés des affaires courantes. Dans le cas de la Défense, qui doit être Bruno Le Maire, qui a à peine eu le temps de s'installer dans le ministère. La passation était prévue à 11h30. Chargé des affaires courantes. C'est lunaire. C'est lunaire. On est entré, c'est vrai, dans une nouvelle dimension. On attend toujours d'une minute à l'autre le Premier ministre qui doit s'exprimer sur le perron de Matignon, effectivement. Est-ce que à Bercy, c'est Éric Lombard qui va continuer à gérer les affaires courantes ou Roland Lescure qui devait prendre la passation à 13h. Encore, il était déjà dans le ministère, enfin derrière Montchalin et voilà. Donc il y a une certaine continuité à Bercy. Il y a une certaine continuité. Il n'y a aucune continuité. En tout cas, je pense qu'au-delà de le GRC doivent perdre du temps à savoir quelle option ils prennent, quelle nouvelle composition gouvernementale. Je pense qu'en parallèle, là, ça doit réfléchir vite et fort. Et ça doit fumer par les oreilles à l'Élysée et à Bercy pour savoir quel message en parallèle on envoie au marché. Oui, les marchés qui sont évidemment en baisse. Le CAC 40, moins 1,76 à l'heure où nous parlons, est repassé sous les 8000 points à 7939,25. Voilà, parce que là, on a quand même une agence de notation qui nous a dégradé il y a 10 jours. Il y a quand même Standard & Poor's qui est quand même celle qui donne le là, qui va bientôt donner son avis. Et ce que disent toutes les agences de notation, c'est...
et d'ailleurs, elles avaient pas mal de mansuétude vis-à-vis de nous lors des dernières notations, mais ce qu'elles disent toutes, c'est on attend de voir quelle va être la visibilité politique en France pour affiner, notre notation. C'était le sujet principal, l'instabilité de la politique française, soulignée par Fitch, effectivement, il y a quelques jours, 24 octobre. Pour affiner leurs notes et pour prendre leurs décisions, une agence de notation, elle regarde déjà en 1, c'est quoi exactement est-ce que sa trajectoire de réduction des finances publiques est crédible? Ça, c'est le premier critère qu'elle va regarder. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la France dans un tel brouillard? Sachant que si on a... Sébastien Lecornu s'apprête à faire mesdames son et messieurs, discours. bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, par l'intermédiaire de la presse, de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et au travail, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, et tant d'autres sujets. Depuis 3 semaines, ma parole a été rare, et j'ai tenté de construire un cheminement avec les partenaires sociaux, forces patronales, forces représentant les syndicats salariés, notamment sur des sujets qui ont pu faire l'objet de blocages depuis maintenant de nombreuses semaines, voire pour certains sujets. Je pense au travail, aux retraités, pardonnez-moi, à la pénibilité, aux femmes, aux carrières longues, des sujets qui sont parfois bloqués depuis plus de 20 ans et sur lesquels nous étions en train d'avancer sur des solutions concrètes, sur l'assurance chômage, sur le financement de notre sécurité sociale et permettre au fond des 2 manifestations qui s'étaient tenues dans le pays tout au long de ce mois de septembre, d'être capable de refaire vivre le paritarisme et la démocratie sociale. Ce temps, je l'ai aussi consacré avec les formations politiques du socle commun pour bâtir une feuille de route, mais aussi évidemment de l'opposition, puisque c'est elle qui décide en grande partie du sort et de l'avenir non seulement du gouvernement, mais aussi du pays à travers l'adoption ou non d'un budget. Ces consultations officielles, parfois plus discrètes, nous ont permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je l'avais dit vendredi matin, dans le secret du bureau, les langues se délient et les lignes rouges deviennent oranges et parfois vertes, avec parfois évidemment quelques lignes qui bougent sur l'assurance chômage, sur la question de la justice fiscale ou encore sur la question des retraites. Avec néanmoins toujours ce sentiment que la ligne se recule à chaque fois que nous avancions, mais de cela aussi, j'y reviendrai dans un instant. Et puis j'en suis arrivé à la conclusion vendredi dernier qu'au fond, le Parlement devait toujours avoir le dernier mot, que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était un moyen de contraindre sa majorité, dans l'esprit du constituant, notamment de Michel Debré et du général de Gaulle, et que cela ne servait à rien de donner l'impression que les débats n'iraient pas jusqu'au bout. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient
tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Je le dis, ou je le redis, si ce moment est le moment le plus parlementaire de la Ve République, en aucun cas il faut revoir vivre ici les mauvais moments de la Quatrième République. Et que donc, par définition, la construction d'un gouvernement se fait en fonction de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, nommé par le Président de la République. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire, en ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite, pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais, il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. C'était le Premier ministre Sébastien Lecornu. Trop de lignes rouges, pas assez de lignes vertes. Les conditions n'étaient plus remplies pour rester Premier ministre, nous dit Sébastien Lecornu, qui acte la fin du socle commun aussi. La composition du socle commun n'est plus fluide, a dit le Premier ministre. Moi, très vite, je retiens deux choses. C'est des compromis se dessiner dans le secret du bureau. Donc, il acte le fait que les partis politiques, on en parlait tout à l'heure, mais en France, n'arrivent pas à mettre dans une situation aussi grave l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Et pour terminer sur une note un tout petit peu positive, il lance ce message aussi aux Français. Il suffirait de peu pour que ça fonctionne. Denis Ferrand, qu'est-ce que vous retenez de cette allocution ? Constat d'échec. Oui, constat d'échec. Et puis, c'est effectivement le renvoi au Parlement est peut-être un renvoi un peu facile, mais à un Parlement avec une majorité introuvable. Donc, je ne vois pas bien, au regard de ce qu'a évoqué Mathieu, et qui est très juste, vraiment sur cette dimension d'absence de consensus, le renvoi au Parlement, comment est-ce qu'on arrive véritablement à le faire et sur quel socle commun, cette fois-ci, non pas de parti, mais un socle commun de propositions et de ce que l'on veut faire véritablement. Il déplore les appétits partisans qui ont conduit à sa démission, Sébastien Lecornu, mais plus on approche de l'élection présidentielle, plus ces appétits partisans vont s'exprimer. Oui, alors je veux juste revenir sur les questions budgétaires et les lignes rouges. Il y a d'un côté ceux qui considèrent que toute hausse d'impôts est une ligne rouge, je simplifie, et de l'autre côté ceux qui considèrent que toute économie sur les dépenses publiques est une ligne rouge. Il va falloir quand même arriver à comprendre qu'il va falloir faire les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup d'économies sur les dépenses publiques, mais qu'on ne fera pas tout par des économies sur les dépenses publiques. Il va falloir augmenter les impôts aussi. Bon, trouver le bon équilibre. Merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Jolivet, François Heckel, Denis Ferrand.